Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On quitte résolument l'Europe et la tension en Ukraine pour le week-end et on file en Nouvelle-Calédonie en passant par les États-Unis où les Blancs pauvres, même s'ils vivent d'aide sociale, attendent le retour des Républicains. Après la crise du charbon, les petits Blancs du Kentucky sont là d'être assistés. Ils veulent une Amérique forte, de vrai boulot et la fierté de se sentir chez soi. En Amérique aussi, le populisme se lève contre Obama et la mondialisation. Dans l'est du Kentucky, ancien bastion de l'industrie du charbon, près d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour Eric et Raymond, la principale source de revenus, ce sont les aides sociales, avec parfois de petits boulots à côté. Et même si le Parti républicain voudrait supprimer ces aides, Eric n'envisage pas une seule seconde de voter pour un démocrate. Les républicains, ils sont comme nous. Ils savent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas nous retirer. Les démocrates, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est s'en mettre plein les poches et aider leurs copains. Ils s'en foutent des gens normaux comme nous. C'est un paradoxe qui a la peau dure. Des électeurs pauvres qui votent en faveur de républicains qui se battent bec et ongles pour leur supprimer les aides sociales. Tony Watts est un élu local démocrate. Pour lui, aucun doute, si son parti est impopulaire dans cette région minière, c'est à cause des positions d'Obama contre le charbon, jugé trop polluant par le président. Cette administration et d'autres avant elle ont tourné le dos au charbon. Ça nous a coûté des emplois, au moins 2000 emplois directs. Mais il faut multiplier ça par 7. Quand vous perdez un mineur de charbon, vous perdez aussi un chauffeur routier. Vous perdez un employé de fast-food au McDonald's. Il y a beaucoup moins d'argent dans notre comté. Si les fermetures de mines ont touché de plein fouet l'économie locale, elles ne sont pas les seules raisons de cette pauvreté endémique. Dès les années 60, le gouvernement fédéral a créé des programmes d'aide sociale pour sortir la région de son marasme. Mais selon ce responsable républicain, ces aides se sont transformées en véritable culture de l'assistanat. Les réformes initiales nous ont vraiment aidés à sortir du trou et elles ont permis aux gens d'avoir une couverture maladie, de la nourriture, des produits de base, l'électricité. Mais maintenant, vous avez des familles entières qui dépendent uniquement des aides sociales. Une dépendance que Raymond n'aime pas trop admettre, d'autant plus que Barack Obama, premier président noir, serait trop étranger à ses yeux. J'ai pas voté pour Obama. Je suis américain, moi, monsieur. Un vrai américain. Je veux pas que ça change. Signe de cette hostilité, ici Mitt Romney a écrasé Barack Obama en 2012, remportant près de 2/3 des votes. La crise du charbon est en effet due en partie à la manie de régulation sans réflexion commune aux idéologues, qu'ils soient socialistes ou écologistes. Mais des reconversions étaient possibles que l'habitude de l'assistanat a compromises. Surtout ici comme ailleurs, les élus qui prônent toujours plus de socialisme réduisent la question à sa seule approche économique. Or, le mécontentement des petits blancs du Kentucky est bien plus profond. Il tient à la fierté de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent être, à leur identité. Il est clair que le monde que leur proposent les élites de Washington et de New York ne leur convient pas. Ils veulent faire partie d'une Amérique forte et unie qui ne détournerait pas les deniers de la nation au profit des minorités ethniques et de la subversion des valeurs américaines. Sans le savoir nettement, sans le conceptualiser, c'est contre Obama le trotskiste qu'il se dresse. Silvio Berlusconi, condamné à une peine de travaux d'intérêt général, vient de prendre son poste dans un établissement qui soigne les malades d'Alzheimer. C'est une grâce qui lui est faite pour se racheter et qu'on devrait d'ailleurs étendre aux dirigeants en exercice afin qu'ils découvrent un monde et un service qu'ils ignorent. Le roi de France lavait bien les pieds de ses sujets le jeudi saint. Un nouveau jeu de Nintendo, vendu à plusieurs millions d'exemplaires au Japon, sera disponible en Europe et aux États-Unis dès le 6 juin. Il permet de transposer sa vraie vie sur une île imaginaire. Problème, il est impossible d'avoir des relations sexuelles avec une personne de même sexe, ce qui a bien sûr provoqué une vague d'indignation LGBT aux États-Unis. La marque avait pourtant
attirer les louanges de la communauté gay en plaçant des transsexuels et des possibilités de changement de genre dans des jeux précédents. Cette fois-ci, c'est non et les pressions n'y changent rien. Fin de l'histoire, espérons-le, parce que la campagne LGBT continue. Depuis que Michel Rocard a semé en 1988 un désordre durable avec les accords de Matignon, la Nouvelle-Calédonie est entrée dans une spirale de violence. Paris et ses gouvernements successifs se préparent à la brader avec l'aide des médias. Observez bien ce reportage, il est instructif. Un passe-temps typiquement français, ici en Nouvelle-Calédonie. La relation avec la France de ce territoire du sud du Pacifique est au cœur d'un débat. L'île se prépare à organiser un référendum pour l'indépendance, prévu dans les 4 prochaines années. Beaucoup d'habitants pensent qu'il est grand temps pour la Nouvelle-Calédonie de devenir autonome. Indépendance avec tout le monde, pour qu'on construire ensemble, et puis chacun avoir des responsabilités. Une indépendance rendue possible par les richesses de l'île. Sa principale ressource, le nickel. Le territoire détient à lui seul un quart des réserves mondiales. Et nous avons évidemment un potentiel ici de ressources, notamment au niveau de la mer, mais aussi au niveau des services, au niveau du tourisme, au niveau d'autres secteurs importants, même l'agroalimentaire, etc. Qui fait que nous avons la possibilité d'organiser tout cela. Un accord datant de 1998 a établi la structure pour un référendum après des violences politiques dans les années 80 qui ont fait 70 morts. L'ONU a placé la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires à décoloniser, mais les partis pro-français dominent le Congrès. Pour ces derniers, l'indépendance de l'île laisserait l'économie locale en lambeaux. 15% du PIB provient de transferts de la France. Si la France s'en allait, le niveau de vie des Calédoniens chuterait, que surtout, toutes les aides sociales qui sont apportées ici en Nouvelle-Calédonie et qui n'existent pas ailleurs dans le Pacifique, ne pourraient plus être servies à ceux qui en ont besoin. Les richesses de l'île ne sont pas partagées équitablement. Les Kanaks, groupe ethnique le plus important, sont les plus touchés par les coûts élevés de la vie. Récemment, le président a appelé à remplacer l'accord de 1998, jetant les bases du référendum. Une décision qui permettrait d'éviter le vote, tout en obtenant plus d'autonomie pour le territoire, sans pour autant rompre les liens avec la France. En fait, l'intérêt, surtout de la question, c'est que ça doit être, est-ce que vous êtes d'accord, vous, Calédoniens, pour un nouvel accord qui aurait été négocié entre les uns et les autres? Si les politiciens ne s'accordent pas sur une date pour le référendum d'ici 2018, Paris devra s'en charger. Mais au final, ce seront les Calédoniens qui décideront ou non de se séparer de la France, un acte qui pourrait façonner les vies des générations futures. La France symbolisée par la pétanque, l'ONU qui lui intime de décoloniser, les richesses inéquitables, le dénigrement épatant et la question politique glissent habilement de l'autonomie à l'indépendance que prévoient les accords de Matignon. Plus grave, rien n'est dit de la situation très instable que le référendum menace de faire dégénérer en bain de sang des heurts ethniques entre Kanaks, Wallisiens, Métis ou même Asiatiques. Rien n'est dit non plus de l'étrange contradiction socialiste. On prône en métropole une société pluriethnique, mais là-bas on préconise le principe de l'appartenance de l'île au premier occupant, le Kanak. Là-bas, on freine l'immigration dans une terre presque vide, on interdit aux militaires et aux métropolitains de voter. La France veut complaire aux Australiens et aux Canadiens qui lorgnent sur nickel et se conformer aux oukases de la mondialisation, quitte à perdre une part de son domaine maritime et à laisser une situation politique inextricable. Les gros bonnets du nickel, eux, ont transféré depuis longtemps leurs avoirs.